Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 septembre 2025 et notre ami Alex Kreiner est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Alex. Merci de m'avoir invité, Nima. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et j'adresse mes salutations chaleureuses à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Alex, en fait, aujourd'hui, je voulais commencer par le cas de l'Ukraine, puis du Moyen-Orient. Mais ce qui s'est passé il y a seulement 5 ou 6 heures, c'est que Netanyahou est apparu dans une nouvelle vidéo où il parle de Charlie Kirk. Et c'est tellement étrange quand on observe le comportement de Netanyahou après l'assassinat de Charlie Kirk. Il a beaucoup tweeté, il a beaucoup parlé, il a répété à plusieurs reprises qu'Israël n'agissait pas dans ce sens. Nous ne voulions pas l'assassiner. Il était l'un des meilleurs soutiens d'Israël. Et voici ce qu'il a déclaré il y a seulement quelques heures. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, disait que plus le mensonge est gros, plus il se répand rapidement. Eh bien, quelqu'un a inventé un mensonge monstrueusement énorme selon lequel Israël aurait quelque chose à voir avec le meurtre horrible de Charlie Kirk. C'est insensé, c'est faux, c'est scandaleux. Charlie Kirk était un géant, un talent unique en un siècle, qui défendait la liberté, l'Amérique, notre civilisation judéo-chrétienne commune. Charlie aimait Israël. Il aimait le peuple juif. Il me l'a dit dans une lettre qu'il m'a envoyée il y a seulement quelques mois. L'une de mes plus grandes joies en tant que chrétien, disait-il, est de défendre Israël et de former des alliances avec les Juifs pour protéger la civilisation judéo-chrétienne. Il m'a encouragé à expliquer directement au peuple américain à quel point Israël est vital pour la sécurité nationale des États-Unis. Il m'a dit, la Terre sainte est tellement importante dans ma vie, cela me fait mal de voir le soutien à Israël s'effriter. Maintenant, si Charlie n'était pas d'accord avec une de mes politiques ou une décision ici ou là, non seulement cela ne me dérangeait pas, mais je l'accueillais volontiers. C'est l'essence même de Charlie. C'est l'essence d'un pays libre. C'est exactement ce que Charlie défendait. Et je savais que ses suggestions venaient toujours du cœur, de son amour pour Israël et de son amour pour le peuple juif. Quelques semaines avant sa mort, j'ai parlé à Charlie. Je l'ai invité à venir à nouveau en Israël, et malheureusement, cela n'arrivera pas. Aujourd'hui, certains colportent ces rumeurs ignobles, peut-être par obsession, peut-être avec des financements qataris. Ce que je sais, c'est ceci. Charlie Kirk était un grand homme, et un grand homme mérite l'honneur, pas les mensonges. Repose en paix, Charlie Kirk. Que ta mémoire soit une bénédiction. Oui, en fait, Tucker Carlson est venu dire qu'il n'aimait pas Netanyahou. Et comment peut-on comprendre le comportement de Netanyahou et de son gouvernement? À chaque fois qu'il s'exprime, il dit qu'il aime Israël et utilise toute cette rhétorique, mais il ne parle pas de lui-même. Je pense que ce dont Charlie Kirk parlait, c'était de Netanyahou et de son gouvernement, et de ces personnes qui dirigent le pays en Israël. Eh bien, vous savez, je dois dire que je n'ai jamais vraiment suivi Charlie Kirk. Il a attiré mon attention à un moment donné. J'ai écouté un peu et j'ai rapidement perdu tout intérêt parce que je suppose je l'ai entendu alors qu'il défendait Israël. Et je ne peux pas vraiment soutenir la défense d'une nation génocidaire qui commet un génocide sous les yeux de tout le monde. Mais il s'agit évidemment d'une affaire bien plus vaste. Et pour une raison quelconque, cela rend Netanyahou très nerveux. Il publie donc toutes ses déclarations et tous ses tweets. Et avant même qu'il y ait un suspect, il a commencé à dire « Oh, ce n'était pas nous. Ce n'était pas nous. » Et il a essayé de présenter cela comme si c'était les islamistes.
Vous savez, il a essayé de laisser entendre que c'était les islamistes, vous voyez, en essayant de détourner la colère vers la mauvaise cible. Et en faisant tout cela, Netanyahou ne fait que renforcer l'idée qu'il a en fait quelque chose à voir avec cette affaire, ou l'État d'Israël, ou des groupes pro-israéliens aux États-Unis, ou les services de renseignement israéliens, ou tout cela à la fois, qu'ils sont en réalité les coupables, et même s'ils ne sont pas les coupables, parce qu'il n'y a pas de preuves concluantes à ce sujet. Si vous étiez un enquêteur tout juste sorti de l'académie de police, il serait très évident qu'Israël figurerait tout en haut de la liste de vos suspects à examiner. Et puis en parlant de plus en plus, Benjamin Netanyahou ne fait que se rendre de plus en plus suspect. Et dans ces cas-là, la vérité peut n'éclater que bien plus tard. Elle peut même ne jamais éclater. Vous savez, on débat encore de qui a tué JFK, RFK, MLK et ainsi de suite. Mais ce qui est plus important que les preuves et la conclusion de l'affaire, c'est ce que les gens croient réellement. Donc c'est le tribunal de l'opinion publique qui, à ce stade, compte plus que n'importe quel futur procès qui pourrait déterminer la culpabilité de quelqu'un, ce qui n'arrivera probablement pas. On pourrait même avoir un bouc émissaire. Le bouc émissaire pourrait être exécuté, comme cela a été le cas dans tant d'assassinats très médiatisés, afin que les autorités puissent toujours dire « Ah, nous avons résolu l'affaire ». Ce type est parti. C'était une très mauvaise personne, et maintenant tout le monde peut rentrer chez soi et vivre heureux pour toujours. Mais je pense que, dans le tribunal de l'opinion publique, Benjamin Netanyahou et Israël sont en train de perdre. Et vous savez, s'ils avaient un ami, quelqu'un qui pourrait leur dire « Quand tu t'enfonces de plus en plus dans un trou, arrête simplement de creuser ». Et il n'est pas difficile pour qui que ce soit de croire qu'Israël était derrière cela, car Israël s'est manifestement forgé une réputation d'assassiner toute personne qu'il considère comme une menace. Et Netanyahou s'est bâti une réputation de menteur compulsif, pathologique et accompli. Donc évidemment, s'il dit noir, beaucoup de gens partent du principe que « Ah, alors ça doit être blanc ». Vous savez, pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis avec le mouvement lancé par Charlie Kirk, cela semble étrange. C'est bien plus important dans l'esprit de ceux qui sont proches de Netanyahou. C'est pour cela qu'ils font tout cela. Je ne sais pas si vous avez entendu Ben Shapiro parler de reprendre le mouvement. Il parle de le financer et de l'aider. Et voici ce qu'il a dit dans l'émission de Charlie Kirk. Nous avons confiance en vous à TPUSA pour le faire. Je veux dire, c'est vraiment la réponse. Nous sommes prêts à fournir et nous fournissons tout niveau de soutien matériel, tout niveau de soutien sur le terrain, des bots sur le terrain, pour vous aider à accomplir ce que Charlie aurait voulu voir réalisé ici. Et je pense que la raison pour laquelle tout le monde faisait confiance à Charlie, la raison pour laquelle nous pleurons tous Charlie, c'est que personne ne faisait mieux que lui. Vous avez énoncé deux des objectifs de Charlie. Il disait vouloir ramener les gens au Christ et à l'Église et aux valeurs bibliques, et il voulait maintenir la coalition MAGA unie, et l'élargir, et l'élargir. Et la question est de savoir comment y parvenir. Et la réponse, c'est que vous vous concentrez sur le premier objectif, et le second en découle naturellement. La réponse, comme le dit Matt, c'est qu'il faut s'unir autour de quelque chose. Et oui, à court terme, nous pouvons nous unir autour du fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous détestent profondément et qui veulent nous anéantir. Le point essentiel, c'est qu'un tas de gens nous détestent et veulent nous tuer. Et je pense qu'il reprend la rhétorique de Netanyahou. Netanyahou dit, ces gens veulent tous nous tuer. Vous savez, ils prennent le contrôle du mouvement. Qui est là? Je ne vois personne. Je ne vois pas Candace Owens là-bas. Je ne vois pas Tucker Carlson non plus.
Mais ces gens prennent le contrôle du mouvement que Charlie Kirk a lancé. Et ils pensent pouvoir imposer leur idéologie à travers ce mouvement. Oui, tu sais, je ne pense pas que ça va marcher parce que, tu sais, Ben Shapiro a peut-être une haute opinion de lui-même et il aime clairement s'écouter parler. Et il a un certain talent, tu sais, il est très éloquent. Mais quoi qu'il dise, c'est très peu convaincant. Il pense être très convaincant, mais évidemment, il n'est pas Charlie Kirk. Et je pense que ce serait, voyons voir. Si tu voulais prendre AC/DC, le groupe de rock, et que tu enlèves Malcolm Young pour mettre un autre guitariste à sa place, ce n'est plus la même chose. Tu peux appeler ça AC/DC, mais je te garantis que tout le monde perdrait de l'intérêt. Ce n'est plus la même chose. Ils veulent donc préserver le mouvement tel qu'il était prévu. Mais je doute que cela fonctionne. Mais remarquez aussi quelque chose de très important dans ce qu'a dit Ben Shapiro. Il décrit en réalité la bataille qu'ils viennent de perdre. Parce qu'il dit « Oh, nous devons préserver et maintenir ce mouvement uni ». Et puis il y a l'autre aspect, la conséquence. Eh bien, vous venez justement de perdre ce mouvement. Cela explique aussi pourquoi ils se précipitent soudainement sur la supériorité morale et prétendent tous avoir adoré Charlie Kirk, afin de se présenter comme les nouvelles autorités plus modernes et plus charismatiques pour reprendre ce même mouvement et le diriger dans la direction qu'ils souhaitent. Et si tu regardes les vidéos, la plupart des vidéos de Charlie Kirk, tu ne vois pas ces gens autour de la table. Tu vois ces personnes à la table, mais en général, c'est lui le personnage principal. C'est lui la vedette de l'émission. Et personne ne connaît les autres personnes autour de lui, tu vois? Et sur le campus, et partout où il allait, il était seul, et il parlait juste de sa propre façon de penser, de sa propre idéologie, de sa propre politique. C'est pour ça que je pense que tu as raison. Ils ne vont pas changer. Ils ne pourront pas prendre le contrôle du mouvement. C'était essentiellement basé sur ses qualités personnelles lors des discussions avec les étudiants, même au sein du mouvement MAGA. Et Alex, ce qui se passe après l'assassinat, c'est qu'il y a d'une certaine manière un discours officiel affirmant qu'il a été assassiné par l'extrême gauche, ce que nous avons entendu. J.D. Vance a répété hier que l'extrême gauche, ces gens-là, nous détestent à cause de nos opinions politiques. Mais ce n'est pas aussi simple d'aller dans cette direction. Voici ce qu'a dit Tucker Carlson. Je pense qu'il répond à ce genre d'état d'esprit de la part de J.D. Vance et de ces personnes qui essaient de présenter l'assassinat comme un acte de l'extrême gauche, quoi que cela veuille dire, un assassinat. Vous espérez que la mort de Charlie Kirk ne sera pas utilisée par un groupe que nous appelons aujourd'hui des acteurs malveillants pour créer une société à l'opposé de celle qu'il a cherché à bâtir. Vous espérez que dans un an, les troubles que nous observons à la suite de son assassinat ne seront pas exploités pour instaurer des lois sur les discours de haine dans ce pays. Et croyez-moi, si cela arrive, si cela devait se produire, il n'y aurait jamais eu de moment plus justifié pour la désobéissance civile que celui-là. Jamais. Et il n'y en aura jamais. Car s'ils peuvent vous dire ce que vous devez dire, ils vous disent ce que vous devez penser. Il n'y a rien qu'ils ne puissent vous faire, car ils ne vous considèrent pas comme humain. Ils ne croient pas que vous ayez une âme. Un être humain doté d'une âme, un homme libre, a le droit de dire ce qu'il pense, car non pas pour blesser les autres, mais pour exprimer ses opinions. Oui, c'est un conflit interne au sein du mouvement MAGA, parmi ceux qui ont soutenu Donald Trump. Et je ne vois pas en quoi cela profiterait à J.D. Vance et à ceux qui, dans leur esprit, souhaitent devenir le prochain président ou faire partie de la prochaine administration.
Ils veulent faire partie de la prochaine administration aux États-Unis ou permettre au Parti républicain de remporter la prochaine élection. Eh bien, vous savez, quand ils parlent de gauche radicale, ce n'est pas la gauche avec laquelle vous et moi avons peut-être grandi. Des gens qui défendaient la démocratie, les droits des travailleurs, de meilleurs salaires, des environnements de travail plus sûrs, et ainsi de suite. Je pense que ce dont parle l'administration, ce sont des groupes comme Black Lives Matter, Antifa et d'autres choses de ce genre. Donc, ils profitent du meurtre de Charlie Kirk pour sévir contre ces groupes. Et je pense que c'est, d'une certaine manière, compréhensible, parce que c'est exactement comme cela que les États-Unis ont lancé la guerre mondiale contre le terrorisme. D'abord, il y a eu le 11 septembre, puis dans ce moment d'émotion intense, on fait ce qu'on voulait faire et on le justifie auprès de gens qui réclament justice et vengeance. Et donc ils trouvent, oui, c'est l'ultra-gauche, c'est l'extrême-gauche. Je ne sais pas trop quoi en penser, parce qu'une partie de cela est légitime. Des groupes comme Black Lives Matter, Antifa et beaucoup d'autres groupes, y compris, vous savez, j'ai été choqué d'apprendre qu'il existait quelque chose appelé Queers with Arms of Tahoe, ou quelque chose comme ça. Armed Queers of Nevada, je me souviens plus du nom, mais je me suis dit, quoi? Bref, ces groupes ont été créés, financés et organisés dans le but de semer le chaos aux États-Unis. Il faut donc s'en occuper, car on ne veut pas, encore une fois, de villes brûlées, on ne veut pas de chaos, et on ne veut pas de bandes de voyous violents qui parcourent les quartiers des États-Unis, détruisant des biens et tuant des gens. Mais, vous savez, profiter de la mort d'un leader d'un mouvement de jeunesse pour faire cela, c'est un peu cynique, donc ça me paraît pas très net. En fait, comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup à apprendre du cas de l'assassinat de Charlie Kirk. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur X. Il y a un gars qui essaye de démonter le fusil, et cela prend plus de 50 minutes. Plus de 50 minutes pour le démonter. Et après cela, vous n'êtes pas capable de le mettre dans un sac à dos. C'est bien plus grand, plus long qu'un sac à dos, et vous n'allez pas pouvoir le mettre dans votre pantalon. D'une certaine manière, il y a beaucoup à apprendre de cette affaire, et on n'entend pas toute la réalité de ce qui s'est réellement passé. Et ces gens essaient de la critiquer. Je pense que ce dont parle Tucker Carlson, c'est que nous avons le droit de critiquer ce qui se passe. Pourquoi ne pouvez-vous pas être honnête avec nous dans la façon dont vous enquêtez? Vous devez informer les gens, le public, de ce qui s'est passé. C'est de cela qu'il parle. Eh bien, vous savez, quelque chose d'extrêmement intéressant est ressorti de cette affaire, et c'est grâce au travail de Max Blumenthal et Anya Parampil sur Grayzone. L'une des choses que Max Blumenthal a suggéré, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que ses contacts au sein de l'administration, à la Maison-Blanche, lui disent, et pas seulement un, mais plusieurs, y compris un haut responsable de l'administration Trump, qui ne reçoivent pas de transparence de la part du FBI. Le FBI retient en quelque sorte des informations. Ils ne fournissent pas les enregistrements vidéo qu'ils voulaient voir, et ainsi de suite. Je pense donc que cela devient aussi un test de loyauté au sein de l'administration. Car même si l'on suppose que Trump est sincère, qu'il n'est pas une opposition contrôlée, qu'il veut vraiment changer la trajectoire du gouvernement des États-Unis et ses politiques, sa capacité à agir dépend de la loyauté des autres membres de son administration et de leur engagement à suivre le programme. Et s'il a des hauts responsables dans son administration qui ne lui sont pas loyaux, qui agissent en fait pour le saper et détruire sa crédibilité, alors c'est un énorme problème.
Surtout si c'est encore une fois le FBI, parce que vous savez qui est à la tête du FBI, Kash Patel. Kash Patel serait extrêmement important pour l'administration Trump. Kash Patel a également juré une loyauté indéfectible à l'État d'Israël, ce qui est étrange. Et cela nous ramène à Benjamin Netanyahou. Alors, est-ce maintenant le cas que le FBI couvre Israël? C'est un angle important, mais on peut voir qu'à ce stade, on pourrait réellement se mettre en danger si l'on regarde au bon endroit et si l'on pose les bonnes questions. Alex, Oui, Alex. La situation au Moyen-Orient évolue et elle change de manière drastique. En ce qui concerne le sommet, tous ces pays se sont réunis pour condamner l'attaque israélienne contre Doha. Mais en observant l'Iran, la Syrie et tous ces acteurs du Moyen-Orient qui se rassemblent à Doha, c'est clairement un message adressé à l'Occident et essentiellement au gouvernement israélien pour dire qu'ils unissent le Moyen-Orient, qu'ils en changent le visage. Disons-le ainsi. Selon leur dire, c'est le cas, mais ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël. C'est dans l'intérêt de l'unité de ces pays qui souffrent de ce genre de politique de chaos au Moyen-Orient. Quelle est votre compréhension de cela? Parce que nous avons appris que l'Iran et l'Arabie saoudite se rapprochent sur le plan économique et en matière de sécurité. Nous avons vu l'Arabie saoudite et le Pakistan développer une sorte de partenariat, un partenariat de type OTAN, ce qui d'une certaine manière a inquiété l'Inde. L'Inde a réagi en disant « Qu'est-ce que c'est ?» Mais je ne vois pas en quoi cela concerne l'Inde. Cela concerne entièrement Israël, car ces deux pays sont la cible et parmi les cibles les plus vulnérables d'Israël. Quel est votre avis là-dessus? Eh bien, cela montre encore une fois l'un de ces cas où l'on peut être économe sur les petits détails et gaspiller sur l'essentiel. Je parle des Israéliens parce qu'ils pensent être très malins et très compétents, qu'ils disposent de tous ces renseignements et de tous ces moyens d'espionnage et qu'ils peuvent localiser précisément qui se trouve où afin de les éliminer. Alors ils le font parce qu'ils le peuvent. Puis ils s'en félicitent et ne font que renforcer leur propre idée de leur intelligence et de leur invincibilité, sans réfléchir aux conséquences, à savoir qu'ils unissent leurs ennemis. Et à ce stade, à peu près tout le monde est leur ennemi. Je veux dire, même la Chine est leur ennemi. Je pense que se rendre au sommet de Doha était plus que triste, car cela a abouti à un communiqué, une déclaration, qui condamne fermement les actions d'Israël, mais sans aucune action concrète. Rien. Donc évidemment, pas d'action militaire, ce qui, d'une certaine manière, peut presque se comprendre, puisqu'ils ne peuvent rien faire sans le soutien des États-Unis et du Royaume-Uni. Mais alors ils auraient pu, symboliquement, expulser les ambassadeurs et consuls israéliens, le personnel diplomatique, de leur gouvernement, de leur pays. Ils ne l'ont pas fait non plus. Donc ce n'est qu'un morceau de papier jusqu'à ce que les gens oublient. Et puis tout reprend comme avant. Rien ne va se passer. Il n'y aura aucune responsabilité. Mais le vrai événement que vous avez mentionné, c'est en effet que les Saoudiens se rapprochent de l'Iran et que les Saoudiens et les Pakistanais ont signé un pacte de défense mutuelle, une alliance militaire, en fait. Et le Pakistan est une puissance nucléaire, et ils ont exprimé leur volonté d'utiliser des armes nucléaires contre Israël si Israël utilise des armes nucléaires contre l'Iran, par exemple. Et cela est nécessaire, parce que je pense que tout le monde dans la région voit qu'ils pourraient être les prochains, que ce qui s'est passé au Qatar, au Yémen, en Iran, pourrait leur arriver à tous, n'importe quel jour. Et je pense, et j'espère, que ça poussera les Saoudiens à reconsidérer leur rôle au Liban, où ils font un lobbying intense
et exercent des pressions sur le gouvernement libanais pour qu'il désarme le Hezbollah. Parce que si le Hezbollah était désarmé, alors les Libanais seraient traités comme les Palestiniens à Gaza et comme les Palestiniens en Cisjordanie. Et une fois qu'ils en auraient fini avec les Palestiniens, ils s'occuperaient des Libanais, puis ils s'occuperaient ensuite des Saoudiens, et ainsi de suite, vous savez, pour créer un désert partout. Et puis nous savons qu'ils ont eux-mêmes dit, eh bien, quand nous en aurons fini avec les Iraniens, nous nous attaquerons aux Pakistanais. Cela n'a pas de fin. C'est un état de paranoïa criminelle. Et vous savez, il n'y a pas de remède. En fait, le ministre israélien des Affaires de la diaspora a déclaré que le nouvel axe du mal est composé de la Turquie, de la Syrie et du Qatar. Oui. Oui. Eh bien, on savait déjà pour la Turquie. La Turquie avait déjà été promue ennemi numéro 1 il y a quelques mois, tu sais, reléguant l'Iran au second plan. Mais maintenant, ils ont ajouté le Qatar, ce qui est extrêmement intéressant, même si je ne suis même pas sûr que l'on sache exactement ce qui s'est passé au Qatar. Je veux dire, on sait qu'ils ont essayé de tuer l'équipe de négociation du Hamas. Mais qui était derrière tout ça? À ce stade, je dois dire que ça m'agace un peu, que tout le monde répète sans cesse « Trump, Trump, Trump ». C'est devenu une réaction à la mode de tout mettre sur le dos de Trump, quoi qu'il arrive. Et tous les autres facteurs sont ignorés. Par exemple, on a appris il y a quelques jours du colonel Douglas McGregor que les Qataris devaient forcément être au courant des missiles et avions entrants, puisqu'ils ont acheté toute cette technologie à l'Occident. Ils ont dépensé des milliards pour pouvoir surveiller le ciel. Et donc, ce qu'il a dit, d'après ses contacts, qui étaient des personnes ayant vendu et aidé à mettre en place tout cet équipement, c'est qu'il n'y a absolument aucune chance que les Qataris n'aient pas été au courant. Mais peu importe, c'est Trump, Trump, Trump. Donc cet élément n'est même pas pris en compte, parce que tout est de la faute de Trump. Et puis, on sait aussi qu'un avion de surveillance britannique a tourné au-dessus de Doha pendant quelques heures au moment de la frappe. Et pourtant, personne n'en parle. C'est comme si cela n'était jamais arrivé. C'est toujours Trump, Trump, Trump. Les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis. Et tout le monde traite les États-Unis comme un bloc monolithique où chacun fait exactement ce que Trump leur dit de faire. Donc, Trump a donc provoqué tout cela. Je veux dire, c'est possible qu'il l'ait fait, mais c'est aussi possible qu'il ne l'ait pas fait. Je ne sais pas laquelle de ces options est la pire, parce que s'il l'a fait, c'est horrible. S'il ne l'a pas fait, c'est peut-être encore pire, car cela suggère qu'il n'a pas le contrôle de son propre état profond et qu'ils font absolument ce qu'ils veulent. Et ce cas serait tellement effronté, parce que vous voyez la scène. Je n'ai pas ordonné les frappes, mais les frappes ont eu lieu et ils me font passer pour un incompétent. Qui l'a fait? Évidemment, on mènerait une enquête et on renverrait des gens, beaucoup de gens. Mais que se passe-t-il s'ils disent « Oui, c'est nous. Qu'est-ce que tu vas faire, enfoiré? Ce n'est pas toi qui tiens les rênes. » Donc, je ne sais pas quelle possibilité est la pire. Mais ce que je suggérerais, c'est que les gens prennent du recul par rapport à l'arbre Trump pour essayer de voir l'ensemble de la forêt, car il y a d'autres arbres là-bas. Il y a les Britanniques qui entretiennent une coopération militaire et de renseignement extrêmement étroite avec les Qataris. Il y a aussi les Qataris qui auraient dû savoir que des avions israéliens allaient arriver. Je ne suggère pas que l'émir du Qatar soit derrière tout cela, mais il se pourrait aussi qu'il existe un État profond qatari qui aurait agi de concert avec les services de renseignement britanniques, avec des éléments renégats de la CIA et d'autres agences de renseignement, et qu'ils aient tout simplement exécuté l'opération. Et puis, un autre élément qui est ressorti de l'affaire Charlie Kirk.
encore une fois grâce à Max Blumenthal, c'est que Trump aurait apparemment très peur de Benjamin Netanyahou. Et c'est quelque chose que je défends depuis longtemps maintenant, car tout le monde suggérait aussi « Oh, Trump adore Benjamin Netanyahou ». Oh, Trump loves Benjamin Netanyahu. Oh, he's his best friend and a role model, and he admires him, and so on. Oh, c'est son meilleur ami, un modèle, il l'admire, et ainsi de suite. Je ne vois aucune preuve de cela. Je vois bien plus de preuves que Trump déteste en réalité Benjamin Netanyahou et que ce sentiment est réciproque. Mais ce sentiment pourrait aussi expliquer ce cas-ci. Plutôt que de dire qu'il s'agissait d'une opération conjointe entre les Israéliens, les Britanniques et possiblement des éléments dissidents de nos services de renseignement et de l'armée, on a d'abord essayé de revendiquer la frappe, puis de dire « Non, non, nous n'avons rien à voir avec ça, cela ne se reproduira plus jamais ». Et puis, immédiatement, Benjamin Netanyahou sort et dit « En gros, nous le referons si nous en avons envie ». Donc, quelle que soit la situation, Trump impliqué ou non, cela donne une très mauvaise image de lui. Oui, Je ne sais pas ce qu'il en est, Alex. Ce qui se passe dans la tête des dirigeants de ces États arabes. Ils ont tellement peur. Ils sont tellement effrayés par ce qui s'est passé. Ils ne savent pas si Netanyahou attaquera. Demain, attaquera l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn ou non, l'un de ces pays, et tuera, je ne sais pas qui il voudra tuer. Ils ne se sentent pas en sécurité en ce moment. C'est pour cela qu'il y a, d'une certaine manière, une sorte de panique au Moyen-Orient, Alex. Je pense, Nima, qu'ils se sentent impuissants. Et pas nécessairement parce qu'ils craignent d'être tués. C'est qu'ils ne peuvent rien faire. Parce que si, ok, donc tu sais, ils ont été intégrés dans ce système du pétrodollar, vendant leur pétrole contre des dollars. Et la plupart de ces dollars ont fini à Londres, dans le système monétaire du pétrodollar, qui est en dehors des États-Unis, et dans les banques de la Réserve fédérale à New York, aux États-Unis. Et donc, ce sont eux qui contrôlent leur argent. Et s'ils envisageaient même de frapper Israël, ou d'appeler à un front uni contre Israël, ou de sanctionner Israël, ou quoi que ce soit de ce genre, ils pourraient très facilement être sanctionnés. Ils pourraient très facilement être coupés de leurs fonds. Et ensuite, que se passe-t-il? Vous ne pouvez plus payer les salaires de votre armée, vous ne pouvez plus verser les pensions, vous ne pouvez plus soutenir la santé et l'éducation dans vos pays. Et alors, vous avez un problème social et la possibilité d'un soulèvement social dans votre pays, ce qui, je vous le garantis, est déjà en préparation. Les agences de renseignement occidentales préparent déjà des soulèvements sociaux dans tout pays qui oseraient se montrer insolents et résister à l'Empire occidental et à son chien de compagnie, son chien d'attaque, Israël. Tant qu'ils ne se seront pas libérés du système financier occidental, ils sont vraiment, vraiment coincés, car s'ils faisaient quoi que ce soit pour riposter, ils seraient détruits. Ils seraient immédiatement détruits, comme l'Iran l'a été en 1953, puis de nouveau en 1969. Parce que la première chose que BP a faite, c'est d'obtenir pratiquement un monopole sur tout le pétrole acheté à l'Iran. Il garantissait l'achat de 5 millions de barils par jour en provenance d'Iran. Puis, lorsqu'ils ont été mécontents du Shah parce qu'il développait le programme nucléaire iranien et qu'ils voulaient qu'il arrête, en coopération avec des entreprises françaises et allemandes, ils voulaient qu'il arrête. Et il a dit non, nous avons besoin d'un programme nucléaire. Alors BP a cessé d'acheter du pétrole iranien. Ils ont commencé à en acheter moins de 3 millions de barils par jour. Soudainement, le gouvernement du Shah s'est retrouvé dans une situation de grande détresse financière. Et ils avaient déjà des agents de la CIA et du MI6 qui organisaient un soulèvement social.
et ils avaient déjà l'ayatollah Khomeini prêt à prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé en 1969. Et cela pourrait arriver aux Saoudiens, cela pourrait arriver aux Qataris, à tous ces royaumes du Moyen-Orient. Ils sont donc extrêmement vulnérables à tout cela. Ils se sont rendus vulnérables parce qu'ils ont passé un pacte avec le diable dans les années 50, et même plus tôt, dans le cas de l'Arabie saoudite. Et maintenant, pour utiliser une expression vulgaire, leurs bijoux de famille sont entre les mains de New York, de Wall Street et de Londres. Et la seule façon pour eux de riposter est de diversifier leurs ventes de pétrole vers la Chine et d'autres pays, d'adhérer au mouvement des BRICS et de rejoindre l'organisation de coopération de Shanghai pour améliorer leur sécurité. Shanghai Cooperation Organization to improve their security. And then they can start pushing back and saying no. Et alors, ils peuvent commencer à résister et à dire non à l'Occident. Mais c'est, vous savez, ce qui va inévitablement se produire. Et c'est encore une fois cette approche à courte vue d'Israël, qui économise sur les petits détails, mais perd sur l'essentiel. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir un marteau en main et que chaque problème dans le monde ressemble à un clou, alors ils frappent sans relâche. Mais il y a toujours une réaction. Et nous la voyons maintenant. Il est très évident pour tous ces gouvernements que nous devons d'urgence prendre nos distances avec l'Occident, nous désengager de tous ces enchevêtrements et rejoindre le bloc chinois, le bloc Chine-Russie-Iran. Alex, je pense que ce que tu as mentionné à propos de l'Iran, peut-on d'une certaine manière l'appliquer au cas de l'Arabie saoudite et de ses royaumes? Parce qu'à l'époque du Shah en Iran, le système était tellement dépendant des États-Unis. Le système militaire, le système de sécurité, tout était très dépendant des États-Unis. Qu'est-il arrivé après la chute du Shah? Le nouveau gouvernement, la révolution est arrivée, et ils ont tout changé. Aujourd'hui, on ne voit aucune forme de dépendance envers un autre pays. On peut parler d'alliés, de partenaires, mais ils ne dépendent pas d'autres pays pour assurer leur sécurité, leurs armes ou quoi que ce soit d'autre. C'était l'un des principaux problèmes du système du Shah, du système qu'ils avaient à cette époque. Et il semble que ce soit toujours le cas pour les États arabes. Ils sont tellement dépendants des États-Unis en matière de sécurité. Vous avez mentionné cet équipement qu'ils peuvent utiliser pour surveiller ce qui se passe lors des attaques. Mais ils ne sont pas capables, Alex. Tout est géré par des étrangers. C'est le problème dans les pays arabes. Nous avions la même situation en Iran auparavant. L'Iran était un pays immense. Il a toujours été plus grand que ses États arabes. La population est plus importante. Le territoire est bien plus vaste. Mais vous voyez, dans le cas de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, ce sont de petits États qui peuvent facilement être manipulés de l'intérieur. Oui, c'est exact. Et c'est une autre raison pour laquelle les actions du gouvernement américain et des Israéliens, et je dois toujours mentionner les Britanniques, parce qu'ils s'en sortent toujours. Personne n'en parle. Mais appelons-les les Américains, les Britanniques et les Israéliens. Leurs actions repoussent tout le monde. Il y a 50 ans, il n'y avait pas d'alternative. Il y avait le bloc soviétique, la Chine était faible, l'Inde était faible, tout le monde était faible. Donc il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, il y a une alternative, et la Chine et la Russie sont désormais probablement plus puissantes militairement dans cette région, dans la région eurasiatique, que les puissances occidentales. Et donc, encore une fois, ils s'exposent à des conséquences imprévues et à des résultats contraires à leurs attentes. Et quand vous avez mentionné cet équipement, je pense que vous avez raison. Ce sont des appareils très sophistiqués et coûteux. Et je suppose qu'il est tout à fait possible qu'ils soient connectés au vaisseau mère. Et que le vaisseau mère puisse dire « D'accord, cette attaque en particulier, vous ne la voyez pas. »
Je ne connais pas cet équipement, mais je connais le développement logiciel et je sais qu'il serait relativement simple de faire en sorte que, pour ce type d'attaque, si nous sommes en train d'attaquer, notre équipement ne la détecte pas, qu'elle arrive par surprise et ne soit pas repérée. Donc c'est aussi une possibilité, évidemment, oui. So that's also a possibility, obviously, yeah. Alex, isn't that amazing that Netanyahu, here is what he said Alex, n'est-ce pas incroyable que Netanyahou, voici ce qu'il a dit en hébreu, et beaucoup de gens ne l'ont peut-être pas entendu, qu'il relie le Qatar et la Chine. Il déverse d'énormes sommes de... Il dit qu'il répand de la désinformation, de la mésinformation sur... Pourquoi parle-t-il de la Chine? Cela m'intéresse. A-t-il le sentiment que la Chine est la nouvelle, vous savez, la nouvelle, comment puis-je dire cela? La nouvelle sorte de chose qui pourrait davantage résonner auprès de l'establishment aux États-Unis. Est-ce pour cela qu'il parle ainsi? Ou envoie-t-il un certain message à ces personnes au Moyen-Orient, en Chine, en Russie? Quel est ce message selon vous? Pourquoi ont-ils besoin de parler de la Chine? Parce qu'après tout, quand on parle de la Chine, tout le monde comprendrait qu'ils pourraient en bénéficier s'ils étaient des acteurs rationnels dans leur relation avec la Chine. if they would be a rational player in dealing with China? Well, directly. Eh bien, directement, la Chine fournit des armes à l'Égypte et à l'Iran. Donc évidemment, cela pourrait représenter une menace pour Israël. Ou, même si ce n'est pas une menace, cela limite leur marge de manœuvre. Vous savez, ils ne peuvent pas entrer en Égypte ou en Iran et s'attendre à pouvoir s'en sortir indemnes. Voilà donc l'impact direct. Mais je pense que plus important encore, Israël cherche à rester pertinent. Et je pense qu'il essaie de s'associer à cette partie du groupe de la guerre froide en Occident qui considère la Chine comme leur principal adversaire, ce qui est à peu près le cas de tout le monde dans ce groupe de la guerre froide. Les va-t-en-guerre voient encore le monde comme deux blocs et pensent qu'il faut détruire l'autre bloc pour être libre et qu'il faut maintenir la guerre en permanence. Je pense que le plan était d'abord de détruire la Russie, puis de transformer la Russie en Ukraine et de l'utiliser contre la Chine. Cela ne fonctionne pas. Donc certains pensent « Oh, il va falloir affronter la Chine directement, seul ». Ils essaient de rallier le Japon, Singapour, l'Australie, les Philippines et tous les pays de cette région, les soi-disant alliés du Pacifique, pour qu'ils s'unissent et aillent tuer la Chine à leur place. Mais il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. Il me semble donc que Benjamin Netanyahou veut se rendre utile à cet égard et montrer qu'Israël, étant extrêmement intelligent, technologiquement avancé et tout cela, peut aider dans ce domaine. Mais Israël se trouve complètement à l'opposé du continent eurasiatique. Donc, si l'on voulait utiliser Israël comme tête de pont, je ne vois pas en quoi cela serait utile. Mais je pense que Benjamin Netanyahou est désormais suffisamment désespéré pour s'allier à n'importe quel adversaire de l'Occident afin de se rendre pertinent et utile, d'attirer l'attention sur lui et de continuer à recevoir des livraisons d'armes, de l'argent, du soutien et ainsi de suite. Steve Bannon pense qu'il continue de promouvoir un changement de régime en Iran. Il l'a mentionné dans son émission. Désolé, qui pousse pour un changement de régime en Iran. Oui, le peuple. Voici ce qu'il a dit. Rubio est au Moyen-Orient, en Israël en ce moment. Et croyez-moi, mes sources sont irréprochables. Il pousse toujours pour un changement de régime en Iran. Oui, oui, oui. Ne pensez pas qu'il en est fini avec cette affaire. Loin de là. À mon avis, Rubio est allé en Israël pour montrer le soutien des États-Unis. Avec le sommet au Moyen-Orient, il voulait contribuer à équilibrer l'atmosphère de la région. Ils sont allés en Israël pour afficher leur soutien.
Mais ce dont parle Bannon, c'est que l'état d'esprit reste celui du changement de régime. Bannon is talking about there still the mindset is the regime change. The regime change has always been the Le changement de régime a toujours été l'objectif, et il continue de l'être, vous savez, parce que la logique de l'Empire veut que tout le monde se soumette au diktat de l'Empire. Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut venir et s'approprier toutes les ressources de ce pays. Si un pays dit « Non, les ressources de ce pays appartiennent au peuple de ce pays, et vous ne pouvez pas les utiliser à vos propres fins », alors il faut changer ce régime et installer quelqu'un qui fera ce qu'on lui dit. C'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est un objectif politiquement difficile à vendre en Occident, parce que nous sommes des démocraties, et que nous luttons dans le monde entier pour répandre la démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'expression et toutes ces belles choses. Ils doivent donc utiliser le programme nucléaire de l'Iran comme justification. Iran's nuclear program as a justification. So, we have to, Iranian Mullahs, Alors, vous savez, on doit... Oh, vous savez, les mollahs iraniens, ces fanatiques, ce sont des gens terribles. Ils ne peuvent pas avoir de programme nucléaire parce qu'alors ils vont fabriquer une bombe et ce sera la fin du monde. Ils vont juste bombarder tout le monde. Donc ils créent un épouvantail pour justifier une guerre contre l'Iran. Le besoin de changement de régime ne va donc pas disparaître du tout. Et, vous savez, c'est très évident dans ce que disent les Israéliens, mais c'est aussi assez clair dans ce qui se dit dans les cercles dirigeants britanniques. Ils sont obsédés par l'idée de changer le régime en Iran. Désolé, est-ce que je disais Ukraine à l'instant? D'accord, oui. Désolé. Parfois, vous savez, je me rends compte que je déroule tout un raisonnement, et je dis Iran alors que je voulais dire Israël, et Israël alors que je voulais dire Iran. Et je me dis, oh mon Dieu, tout est vraiment à l'envers. Exactement. Tu sais quoi? Je trouve incroyable qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe en Iran, Alex. Avec le Shah, il y avait le père et le fils. Le père a été écarté du pouvoir en Iran et remplacé par son fils. Et son fils, avant de quitter l'Iran, a dit « Ils ne veulent pas de moi ». Qui sont ces gens? Il parlait des Britanniques et des États-Unis. Ils ne veulent pas de moi. Parce que son père avait été écarté, il avait été remplacé par les gouvernements étrangers. C'est pour ça qu'il n'était pas si confiant quant à sa position. On ne voit plus ça en Iran aujourd'hui. Ces gens-là ne se soucient pas de ce que pensent les États-Unis ou le gouvernement britannique. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça, la différence. Et je ne pense pas que le changement de régime fonctionnera pour eux. And I don't see a regime change would work for them. Oui, je pense qu'il serait désormais très difficile de provoquer un changement de régime en Iran, parce qu'ils s'y sont préparés. Ils se sont même fait surprendre en train de baisser la garde cet été. Mais je pense qu'à présent, ils sont en état d'alerte maximale et prêts à faire face. Ils ont aussi pris des mesures de précaution pour empêcher que cela n'arrive. Mais vous savez, l'obsession de l'Empire occidental est et restera le changement de régime en Iran, puis en Russie, puis au Pakistan, en Chine et partout ailleurs. Parce que ce qu'ils veulent, c'est l'ordre mondial unipolaire. L'ordre mondial fondé sur des règles, où ils fixent les règles et tout le monde doit s'y conformer. C'est tout l'enjeu. C'est pour cela qu'ils l'appellent l'ordre mondial fondé sur des règles, et non l'ordre mondial fondé sur le droit international. Ils ne nous disent jamais quelles sont les règles. Mais, vous savez, si un pays dit « Non, merci beaucoup, nous avons nos propres règles et nous n'avons pas besoin des vôtres », eh bien, il doit alors être renversé. Et vous savez, la logique de l'Empire veut que personne ne puisse les défier. Et il faut alors faire la guerre pour changer les régimes. C'est pourquoi nous avons les guerres au Moyen-Orient et pourquoi nous avons la guerre en Ukraine. Parce que Vladimir Poutine a aussi dit « Non, merci, nous suivrons nos propres règles ». Mais cela ne disparaîtra pas, car cela fait partie de la logique du pouvoir de cet empire.
Et cela continuera ainsi jusqu'à ce que l'Empire finisse par tomber, ce que j'espère ne tardera pas trop. Alex, voici ce qu'a déclaré le président de l'Irlande à propos de la position de l'Europe concernant ce qui se passe à Gaza. Il sera extraordinairement difficile pour l'Union européenne de redevenir une union, quel qu'en soit le sens, lorsque certains de ses membres les plus puissants choisissent de rester silencieux en regardant des enfants émaciés subir ce qui est une atrocité humaine délibérément infligée à des populations. Beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de la situation à Gaza, mais ils ne voient pas les dirigeants européens agir. Ils se contentent de parler et de lancer des avertissements. Rien de plus. Les dirigeants européens arrivent vraiment tard dans cette affaire, et je pense qu'ils ne réagissent que de façon minimale à la pression publique. Donc vous savez, si le public ne se mobilisait pas, ne protestait pas et ne faisait pas entendre sa voix, je pense que les décideurs politiques, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Emmanuel Macron, Keir Starmer et tous ces gens-là seraient parfaitement contents de ne rien faire du tout. Et vous savez, ils ne se contentent pas de rester silencieux. Ils sont complices de ce génocide. Ils fournissent de l'aide, ils fournissent des munitions, des armes, un soutien en renseignement, des pièces détachées, tout ce dont Israël a besoin pour mener ce génocide. Les puissances occidentales livrent tout cela. Et encore une fois, tout le monde parle de Trump. Mais il n'y a pas que Trump. Ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est aussi l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne. Rappelez-vous, la Grande-Bretagne a été prise en flagrant délit de survol de Gaza avec des avions de surveillance presque tous les jours, fournissant des données en temps réel à l'armée israélienne pour qu'elle puisse mieux cibler les habitants de Gaza. Et en conséquence, combien de civils morts avons-nous? Je ne sais même pas. Le chiffre officiel n'est qu'une fraction de la réalité, et les estimations réelles varient de 400 000 à 680 000 Gazaouis tués. C'est absolument atroce, mais c'est la réalité de ces dirigeants d'un niveau extrêmement bas, qui ne sont pas vraiment installés par le vote populaire, mais nommés par des puissances supérieures. Et puis si vous regardez qui ils sont tous très proches du cartel bancaire. Friedrich Merz de BlackRock, Emmanuel Macron de la banque Rothschild, Keir Starmer, qui est le stupide larbin de Tony Blair, lequel est chevalier compagnon de l'ordre très noble de la jarretière de la City de Londres. Donc Tony Blair, c'est la City de Londres, et Keir Starmer n'est que sa marionnette. Keir Starmer is just his sock puppet. Alex, nous avons eu la visite de Donald Trump au Royaume-Uni, et voici ce que le roi Charles a dit lors de leur rencontre. La relation de défense, de sécurité et de renseignement la plus étroite jamais connue. Lors de 2 guerres mondiales, nous avons combattu ensemble pour vaincre les forces de la tyrannie. Aujourd'hui, alors que la tyrannie menace à nouveau l'Europe, nous et nos alliés faisons front commun pour soutenir l'Ukraine, dissuader l'agression et garantir la paix. C'est quand même incroyable qu'il ne mentionne pas ce que la Russie a fait. Il ne mentionne pas non plus que les Britanniques ont orchestré ces 2 guerres, ce que nous savons aujourd'hui. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est documenté. Nous savons que c'est le cas. Le roi Charles oublie de le mentionner. Et puis vous savez, il me semble que tout l'establishment britannique aimerait tant que le 19e siècle revienne, où ils étaient les seuls à dominer et où tout le monde leur obéissait et ils dirigeaient le monde.
Maintenant, ils doivent d'une certaine manière séduire Donald Trump pour qu'il revienne dans leur camp, pour être leur chef et renverser la situation en leur faveur. Mais vous savez, Donald Trump vient justement de couper l'accès aux renseignements des Five Eyes. Trump just cut off the Five Eyes intelligence. He was saying, oh, the closest intelligence. Vous savez, il disait, oh, la coopération en matière de renseignement la plus étroite de l'histoire de l'univers. Oui, mais Trump vient de vous couper l'accès aux informations sur la coopération et les discussions de l'Amérique avec la Russie. Donc, ces informations sont désormais interdites aux agences de renseignement britanniques, canadiennes, australiennes et néo-zélandaises. Et les officiers militaires américains viennent d'être invités et ont accepté l'invitation en Biélorussie pour observer des exercices militaires là-bas avec la Biélorussie et la Russie. Cette coopération se développe donc et devient de plus en plus significative. Il me semble que l'establishment britannique et leurs alliés européens sont en état de panique. Oui, voici ce que Politico a rapporté. La Pologne a décidé de maintenir sa frontière fermée indéfiniment, même si les exercices militaires en Biélorussie sont terminés. Et vous savez ce qu'ils essayent de faire? Cet article montre que cela bloque effectivement la principale artère commerciale d'une valeur de 25 milliards d'euros par an entre la Chine et l'UE. Mais la Chine a une alternative à cela. Oui, cela retardera les expéditions de certains biens en provenance de Chine, qui peuvent arriver par avion, ce qui est beaucoup plus cher, ou par bateau, ce qui prend beaucoup plus de temps. Mais c'est encore un exemple d'économie de bout de chandelle qui coûte cher à long terme, car cela va évidemment créer des alternatives. Et c'est encore un cas où un sous-fifre britannique cherche à contrarier la Chine, car les négociations ont été menées avec Radosław Sikorski, le ministre polonais des Affaires étrangères. Ils ont discuté pendant 3 heures et Sikorski a dit « Non, cela restera bloqué. Il n'y a aucune raison à cela, si ce n'est de provoquer la Chine. » Mais vous savez, il faut se rappeler qui est Radosław Sikorski. C'est un ancien sujet britannique. Il a repris la nationalité polonaise avant d'être envoyé reprendre le ministère des Affaires étrangères en Pologne. Il était membre du très exclusif Bullingdon Club à Londres, où il a été introduit par son meilleur ami, Boris Johnson. Parmi les autres membres de ce club figurent Nathan Rothschild, David Cameron, et comment s'appelle le ministre des Finances? Le ministre des Finances de David Cameron, George Osborne, entre autres. Mais on ne peut entrer dans ce club que sur invitation. Et c'est Boris Johnson qui a amené Sikorski. Ensuite, lorsqu'il est retourné en Pologne, sa carrière politique a décollé comme une fusée. Il a été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense ou ministre de l'Intérieur, en alternance, puis député européen, également en alternance. Et il a en fait été surpris sur un enregistrement en train de parler avec un autre homme politique polonais. Et il n'a pas mentionné la Chine dans cette conversation, mais il a essentiellement dit que son travail, notre travail en tant que Pologne, était d'antagoniser à la fois la Russie et l'Allemagne, ce qui correspond parfaitement à la géopolitique britannique. Vous savez, la géopolitique de l'équilibre des puissances, mais qui est en réalité très mauvais pour les intérêts du peuple polonais en Pologne. C'est la même chose ici. Maintenant, ils s'en prennent à la Chine quand ils le peuvent, encore une fois, contre les intérêts du peuple polonais. Mais je pense qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que ces personnes ne soient écartées du pouvoir. Et si cela ne peut pas se faire démocratiquement, cela se fera autrement, tôt ou tard. Alex, just to wrap up this session. Alex, juste pour conclure cette session, penses-tu que ce que les pays européens
je ne parle pas de tous les pays européens, mais spécifiquement du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, essaient de faire en Ukraine. Et la même chose que ce qu'ils ont fait à Idlib, en Syrie, ce qu'ils ont créé à Idlib. Parce que la seule option qui leur reste sur la table, c'est Idlib. Je ne vois pas d'autre option. Et comment vois-tu la réaction de la Russie face à cela? Parce que la Russie a l'expérience d'Idlib. Ils savent exactement ce qui s'est passé là-bas, et ils savent comment y faire face. Ils ont beaucoup appris de ce cas. Oui, et il est évident de voir qui est derrière tout cela. Car si les Turcs gèrent la logistique sur le terrain, la stratégie et la préparation sont assurées par les services de renseignement britanniques. Ils ont dorloté et favorisé le développement du HTS, d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra et de toutes ces factions. Aujourd'hui, ils sont pratiquement la force la plus présente en Syrie, à Idlib. De plus, Vanessa Billy m'a dit que Gaziantep, en Turquie, qui n'est pas loin d'Idlib, est en quelque sorte le quartier général du MI6. La ville regorge de responsables britanniques. Donc, évidemment, les Russes comprennent cela. Et je pense que cela va obliger les Russes à prendre le contrôle de l'ensemble de la mer Noire. Car ce que veulent les Britanniques, c'est garder le contrôle d'Odessa. Ils ont besoin de ports, du contrôle des ports et des aéroports, car c'est ainsi que l'on fait entrer la drogue, les armes, les explosifs, les drones, tout le reste, ainsi que les combattants. Et vous savez, l'une des spécialités britanniques au fil du temps. J'aimerais que la City de Londres ne soit pas une telle énigme. Parce que, vous savez, chaque fois que je dis les Britanniques, j'ai presque l'impression d'être injuste envers le peuple britannique, car cela n'a rien à voir avec lui. Voici la City de Londres. Mais empire de la City de Londres, ça ne sonne pas juste. Mais bon, vous savez, cet establishment, l'une de leurs méthodes traditionnelles pour saper et détruire des pays, c'est par les guerres de l'opium. Et vous savez que c'est leur spécialité. Je crois qu'ils le font encore, et qu'ils le feront à la Russie, s'ils le peuvent. Et donc, pouvoir avoir l'Ukraine, là, un accès à l'Ukraine par la mer et par les airs, et ensuite pouvoir envoyer des Ukrainiens en Russie, ou utiliser les Ukrainiens déjà présents en Russie, qui sont, je crois, 5 ou 6 millions. Vous savez, ils sont presque indiscernables des Russes. Pour moi, ils sont indiscernables. Le peuple russe vous dira, non, non, nous pouvons distinguer qui est ukrainien. Mais moi, je ne sais pas, vous voyez. Ensuite, on peut déployer un vaste réseau de saboteurs. On peut constituer des unités terroristes, on peut mettre en place des réseaux de trafic de drogue, etc. Mais il faut pouvoir disposer à nouveau de cette tête de pont, comme ils l'ont fait avec Israël au Moyen-Orient, comme ils l'ont fait avec Idlib contre la Syrie. Et donc, ils aimeraient créer quelque chose de similaire en Ukraine afin de servir le même objectif. Mais encore une fois, d'après le colonel Douglas McGregor, selon ce qu'il a entendu de ses contacts, je ne sais pas si c'est vrai ou non, il semblerait qu'il crée quelque chose d'encore plus similaire à Israël en Ukraine, à savoir des zones exclusivement juives. Et il semblerait qu'il y ait une sorte de police privée qui n'autoriserait personne à entrer dans cette zone s'il n'est pas juif. Il me semble donc que nous avons encore une fois le scénario sioniste, mais dans une géographie différente. Car lors de la création d'Israël, le groupe de la table ronde qui s'est formé autour d'Alfred Milner, et Rhodes était là avant, mais ensuite Nathan Rothschild en faisait partie, ainsi que d'autres personnes, disait qu'il serait nécessaire, pour que la Grande-Bretagne reste un empire maritime, d'implanter en Palestine une population particulièrement patriotique. Et peut-être qu'une partie du problème, c'est que, normalement, disons en temps de paix, les Ukrainiens n'éprouvent pas vraiment de haine envers les Russes, et vice-versa. Ce genre de haine n'existe pas. Alors peut-être ont-ils décidé,
Il nous faut introduire ici une population différente. Et maintenant, apparemment, ce qui a commencé à se produire dans les années 30 et 40 en Palestine semble se produire en Ukraine. Et comme cela a fonctionné une fois, Ali's pourrait essayer à nouveau. They might try it again. Is Streichungsstraft Odessax? Alex, the key. Yes, Oui. correct. That's the future. Correct. If Russia C'est wants l'avenir. to have the leverage on Si la Russie veut avoir de l'influence sur la partie occidentale de l'Ukraine, après un éventuel accord, Odessa et d'une manière ou d'une autre, Nikolaïev en sont la clé. the key to that. Yes. Oui, c'est exact. Thank you Merci so beaucoup, much, Alex, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir. Great pleasure. Always a pleasure. Toujours un plaisir. Nima, prends soin de toi. Merci pour l'invitation et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Prends soin de toi. Take care. Bye bye. Au revoir.